François, on va bien sûr parler géopolitique de Oui, Tunis, vue de Tunis. vue de Quelle est la Tunis. situation vue de Tunis du Proche et Moyen-Orient? Un cessez-le-feu de plus en plus précaire qui s'achève mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, je crois. Et ou de mercredi à jeudi, mais enfin en tout cas, on est sur la fin de ce cessez-le-feu. Oui, Euh, le détroit d'Ormuz sous tension, oui, semble-t-il, tout est prêt pour une nouvelle vague de bombardements, à moins d'un accord aujourd'hui à Islamabad entre J.D. Vance et les Iraniens. oui. Mais écoute, moi, je ne pense pas que l'accord va se situer. Et je dirais que s'il y a un problème au départ, hein, il est dû, s'il y en a un, parce que je suis pas sûr qu'il y a véritablement un problème de fond. Enfin, il y en a un, mais il n'est pas forcément celui qu'on pense. C'est, il vient des Américains. Puisque la grande menace a été, si on se rappelle, la menace de les faire retourner à l'âge de pierre et de détruire la civilisation, etc. C'était la menace qui a été tellement virulente que la Maison-Blanche s'est fendue d'un communiqué après en disant que le président n'avait pas l'intention d'utiliser l'arme atomique. Donc ça voulait dire c'est la menace. Et, et après ça, il y a eu ce tweet, tu te rappelles, dont un élément du tweet, qui est le plus important, disait que la revendication, les revendications des Iraniens, enfin la liste des 10 points était une base de travail euh, qui semblait euh, qui semblait valable. Donc ça veut dire, en gros, nous avons perdu, ça veut dire ça. Et ça, c'était, si tu veux, c'était bien vu. Euh, mais le problème, c'est qu'après, donc la Maison Blanche, je crois que c'est Caroline Leavitt qui a fait une déclaration en disant que le président rejetait en bloc euh, les conditions iraniennes. Et aujourd'hui, ceci apparaît de plus en plus comme une félonie de plus de la part de Trump qui cherchait simplement à obtenir un cessez-le-feu pour faire baisser le prix du pétrole à un moment donné où on avait une crainte de ce qui monte exagérément. Et donc, euh, et donc il est revenu en arrière parce que si tu regardes les positions américaines et les positions iraniennes, elles sont incompatibles. Elles sont incompatibles. L'une vise à restaurer un ordre ancien, c'est-à-dire euh, revenir à une position de l'Iran qui est une position comment dire, euh, de, de pays sous tutelle euh, qui donne son uranium, etc. Et l'Iran veut simplement et légitimement avoir le droit, comme chaque pays, d'enrichir son uranium à des fins civiles, de disposer de sa balistique, de disposer de son commerce, d'être un État comme les autres. L'Iran dit, nous voulons être un État comme les autres, et ils ont en plus l'exemple d'Israël en face qui a le nucléaire et qui n'accepte aucune sanction. Donc ça veut dire que d'une part, l'Iran ne renoncera absolument pas et ne peut pas renoncer à ses demandes qui sont parfaitement légitimes, et d'autre part, les États-Unis, après avoir dit nous sommes d'accord avec ça, pratiquement c'est ce qui a été dit, disent maintenant ben non, nous ne sommes pas d'accord. Donc il y a si tu veux, il y a l'incompatibilité se manifeste à nouveau, alors que les États-Unis avaient très clairement indiqué qu'ils acceptaient de partir sur la base iranienne. C'est ce qu'a dit Trump dans son tweet. Donc, ils ne peuvent pas s'entendre. Et ils Non. savent pas s'entendre. Et pour moi, on est dans la situation comment ça s'appelle, du gypaète barbu
qui est cet aigle des montagnes qui avale des os, et il a avalé la moitié de l'os. L'os, c'est les revendications iraniennes, il en a avalé la moitié, puis il y en a l'autre moitié qui sort par le bec, là, il est comme ça, et il n'arrive pas à l'avaler. Et la contradiction est totale, parce que d'un côté, il a reconnu le fait qu'il fallait trouver une solution qui était en gros autour des revendications iraniennes. Si tu admis ça, c'est assez facile à trouver. Au pire, les Iraniens accepteraient que comment ça s'appelle, que leur nucléaire, que leur 450 kilos soit remis aux Russes. Je crois que c'est ce qui prévalait à l'époque du JCPOA, si mes souvenirs sont exacts. Et puis le reste est assez facile. Et les pays du Golfe seront d'accord. Par exemple, un des termes de l'accord, c'est l'arrêt de toutes les bases américaines. Il me semble que le Qatar a déjà demandé aux Américains d'enlever leurs troupes. Et par ailleurs, les Chinois ont demandé au Qatar de faire d'accepter une base à côté de celle des Américains. Donc, il se dessine déjà un changement un basculement des alliances au niveau du Moyen-Orient. Donc, mais Trump n'arrive pas, et c'est là que peut-être qu'il y a la réponse à la question de mon livre sur Trump nouveau de Gaulle, point d'interrogation, c'est-à-dire Trump dans une situation comment dire, de perte de souveraineté, qui doit revenir à ses fondamentaux et lâcher son empire pour sauver sa nation, si je dis les choses assez simplement. Il montre tous les jours et de plus en plus, et jusqu'à la fracture, qu'il n'arrive pas à faire ce choix courageux. Et plus il attend, plus il se discrédite, parce que il dit alors qu'il ne peut pas faire. Donc, Mearsheimer a une phrase qui est tout à fait claire. Il a dit: le problème des États-Unis, c'est qu'ils ne peuvent pas escalader. Ils n'ont pas de moyen d'escalader. Et même s'ils frappent un pays de 91 millions d'habitants, qui est grand comme toute l'Europe, ils vont frapper, et puis s'ils cassent les installations électriques et les ponts, comme ils le disent, les Iraniens n'ont qu'à tirer en une journée, ils détruisent toute la production du Golfe, et, si nécessaire, les usines de dessalement d'eau. Donc, en fait, celui qui a la véritable bombe atomique, c'est pas les USA ni Israël. Ceux qui ont la véritable bombe atomique, ce sont les Iraniens. Et c'est une bombe atomique économique qui peut faire exploser toute l'économie américaine avec un baril à $500. Donc, les Iraniens ne le font pas parce que ils ne veulent pas l'apocalypse, mais ils veulent leurs revendications. Donc, ils attendent pour voir si le gypaète barbu finit petit à petit d'avaler le gros os. Alors, il secoue dans un sens, il secoue dans l'autre, il trépigne, et puis petit à petit, il doit avaler l'os. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Il y a énormément de troupes qui sont acheminées actuellement au Moyen-Orient. Tout indique a priori une reprise des hostilités. Oui, mais hostilité ne veut pas dire… Alors là, on est dans un autre sujet, on est dans les sujets des attaques au sol. Je ne vois pas dans ces conditions, au moment où Trump va devoir affronter le Congrès. Tu as vu qu'il y a eu une résolution du Congrès qui a été présentée pour limiter les pouvoirs de Trump. C'est pas
l'impeachment, mais c'est la limitation. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure cette limitation, quelles étaient les conditions de cette limitation. Je pense que pour engager les troupes ou pour engager les choix, il devait passer devant le Congrès, c'est-à-dire de faire ficeler. Ben, cette loi ou cette disposition a été rejetée à une voix près. Une voix près. Donc, ça veut dire que la situation de Trump est d'une fragilité totale. Et s'il envoie des troupes au sol, aujourd'hui, s'il revient s'expliquer devant le Congrès comme il va devoir le faire, à la fin du mois, me semble-t-il, il va devoir expliquer que la menace était imminente, alors apparemment, elle ne l'était pas. Ça ne va pas être facile à expliquer, mais il peut peut-être encore s'en sortir, parce qu'il a cassé du matériel, mais il n'a pas tué ses soldats en masse. Mais s'il débarque, il y a des centaines de soldats américains qui vont y rester. Donc là, il est en train de couler son pays, quoi. Hein. C'est ça que je pense. Et les Iraniens n'ont qu'une seule chose à faire, effectivement, c'est jouer la montre, c'est ce qu'ils font très intelligemment, et mettre les Américains face à leurs contradictions en disant nous, on est prêts à discuter, mais quel est le cadre? C'est ce qu'ils ont dit. Quel est le cadre? Et puis l'autre chose si tu veux, qui joue en défaveur des Américains, c'est la présence de Vance. Très clairement pour moi, ce qu'il y a en filigrane de cette affaire d'Islamabad, pas de la guerre en général, mais de cette affaire Islamabad, c'est que Trump est en train d'essayer de mouiller Vance. Une première fois, il y est allé parce que Trump l'a envoyé, il est parti au bout de 20 heures. Vance n'a rien à faire au début de cette négociation, surtout si le cadre n'a pas été clarifié et si la base de travail, il n'est pas affirmé clairement que la base de travail iranienne est la base sur laquelle ces négociations doivent se passer, comme Trump l'a dit dans son tweet de l'époque. Donc, voilà. Et donc, Vance n'a pas de raison d'y être à ce moment-là, sauf à se faire fusiller. Et je pense que dans une certaine façon, Trump, qui se montre effectivement, en tout cas dans cette phase, de plus en plus irrationnel, envoie Vance au carton, et Vance ne veut pas. Donc, Vance avait dit au départ, Vance est dans une situation un peu compliquée, parce que au départ, dans les réunions du cabinet de guerre, Vance avait dit qu'il était contre, mais si tu veux, c'était très difficile pour lui, étant vice-président, de faire face au président en disant il n'en est pas question, je m'inscris en faux contre ta stratégie. Je pense que ça serait très mal vu par l'opinion américaine. Donc, Vance a dit, moi, je suis fondamentalement contre cette opération, mais si tu y vas, je te suis. Donc, une position, disons, fidèle. C'est ça. Mais plus ça va, et plus ça va mal, plus la position de Vance est compliquée, parce que on le pousse, et à tout le moins, dans une situation comme ça, Trump devrait lui renvoyer l'appareil de sa fidélité, c'est-à-dire ne pas le mouiller exagérément, alors qu'il a dit lui-même qu'il ne voulait pas y aller. Au contraire, il le pousse à y aller. Et en fait, Trump cherche un bouc émissaire. Il veut pouvoir accuser quelqu'un pour dire c'est pas moi, les pourparlers ne marchent pas, c'est quelqu'un d'autre, en l'occurrence Vance. Mais Vance ne veut pas. Et Vance ne veut pas non plus dire à Trump ben écoute, c'est ça où je m'en vais. Donc Vance a fait une première fois une pirouette, parce qu'il est évident qu'au bout de 20 heures, tu ne peux pas dire que tu as réussi quoi que ce soit dans une négociation
aussi complexe. Donc, donc là, il y est retourné, semble-t-il. Est-ce qu'il y est allé? Je ne sais pas s'il y est parti ou non. Mais s'il n'y va pas, à mon avis, il a raison de dire les conditions ne sont pas réunies et de ne pas y aller, parce qu'il ne faut absolument pas qu'il se fasse refiler la patate chaude de Trump. Il faut que Trump garde sa patate chaude. Et Vance est aujourd'hui en situation compliquée parce que il commence à préparer sa prochaine campagne et pendant ce temps, Trump est en train de lui saccager son électorat à grande vitesse. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, je dirais que là aussi, le fautif, c'est Trump parce qu'il faut au moins le ménager pour sauver son MAGA, sauver ce qu'il a fait de bien, je dirais. C'est-à-dire d'essayer de reconstruire l'État sur des nouvelles bases. Il est en train de fusiller son successeur. Donc, comme je pense que Vance n'a pas la carrure d'un Brutus, il va pas l'assassiner. À un moment donné, il peut dire il n'en est pas question, on va dans le mur et puis faire une déclaration d'indépendance par rapport à son chef. Voyez-en quoi, il jouera très gros. Donc, disons que les choses sont très mal engagées et tout ça, c'est l'os dans la gorge du gypaète qui il y en a la moitié qui est passée et l'autre, elle est là. C'est pas un beau spectacle, hein, pas du tout. Donc, pas un beau spectacle, non. Non. Alors, est-ce que Trump va nous faire un coup de ça avec son habitude au moment où on s'attend au pire, dire bon, faire volte-face et accepter les conditions. Mais de toute façon, le plus important dans tout ça, c'est que l'affaire est sûre dès le début. Les Iraniens ne bougeront pas, Ils peuvent pas être expurgés par la force militaire des mettons 50 000, même si Mearsheimer dit que c'est une arnaque, il y a même pas 10 000 soldats, mais même 50 000 soldats, comment veux-tu faire mettre 50 000 soldats? Les autres en face ont dit qu'ils avaient 1 million de soldats disponibles, donc bonjour les montagnes, on a vu ce qui s'est passé à côté d'Ispahan, hein. Ils y ont laissé je sais pas combien d'avions, 5 ou 6 avions, 4 hélicoptères et 2 C-130. Enfin, C-130, c'est un énorme avion. Enfin, bon, leur expédition qui ne visait pas du tout à récupérer le soldat en question, mais à essayer d'aller piquer l'uranium. Mais pourquoi l'uranium aurait-il été stocké en totalité à Ispahan? Enfin, l'uranium, il est disséminé dans un certain nombre de caches, des dizaines, si ce n'est pas des centaines de caches. Donc, ça ne tenait pas la route, mais ils ont essayé pour voir, et bien ils ont vu, hein, ils se sont fait massacrer et on n'a pas parlé. C'est bizarre, c'est qu'ils ont cassé je ne sais pas combien d'avions et d'hélicoptères qui sont arrivés au sol et puis qui n'ont pas pu repartir, donc qui ont été mitraillés. Et il n'y a pas de mort dans tout ça. Non. C'est ça qui est bizarre. On a récupéré le soldat, mais il n'y a aucun mort. Alors moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des cadavres. Donc a priori, il n'y en a pas. Et j'y crois pas. J'y crois pas à l'attaque au sol, j'y crois pas. S'il fait ça, Trump va s'enfoncer encore plus. Les Iraniens, ils sont parfaitement prêts. Ils ont failli ne pas aller à Islamabad parce qu'ils ont dit, vous allez encore nous faire le coup, ils vont nous emmener discuter, puis pendant qu'on discute, on va apprendre qu'ils sont en train de nous bombarder. Donc si c'est ça, on n'y va pas. Alors je ne sais pas ce matin si finalement ça s'est mis en route ou non, si la délégation iranienne a accepté d'y aller et si Vance y est allé aussi. Mais si tu veux, Trump admet sa défaite mais ne l'accepte pas, si je puis dire des choses comme ça. C'est ça le problème. Si tu admets ta défaite, tu l'acceptes, tu la construis. Tu la construis et tu essayes de la transformer en désescalade.
suis persuadé que c'est ce que font ce que cherchent les Iraniens, et je suis persuadé que c'est ce que cherchent aussi les grandes puissances financières américaines. Moi, j'ai dit plusieurs fois que Larry Fink, qui est bien l'homme le plus puissant du monde, n'est pas allé le 26 mars, en plein milieu de la crise. En Turquie. Il n'est pas allé en Turquie pour voir les beaux yeux d'Erdogan. Il est en Turquie pour aller rencontrer les Iraniens, évidemment, pour être sûr que leurs revendications étaient légitimes et qu'ils n'avaient pas affaire à des fous furieux qui étaient susceptibles de faire sauter la planète économique. Et il leur a demandé de rester raisonnables et qu'en contrepartie, je suppose, il leur a dit, nous, on tiendra Trump. Donc, il y a un accord tacite par-dessus la tête de Trump entre les sponsors de Trump et les ennemis de Trump. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pour ça que les Iraniens sont si modérés, qu'ils attendent, parce qu'ils ne profitent pas tellement de leur situation actuellement. Le pétrole reste en dessous de $100 à 96, 97. Il redescend un peu à 94, il remonte à 98, mais il n'explose pas. Donc les Iraniens, pour l'instant, jouent la montre. Ils attendent que Trump se retrouve devant le Congrès au milieu du gué sans avoir de réponse. Ils jouent la partie d'une façon extrêmement patiente, comme ils savent l'être. Hein. Ça fait 47 ans qu'ils attendent ce moment. Donc, ils sont extrêmement patients et ça, c'est une méthode que Trump ne sait absolument pas gérer. Quelle est la position d'Israël dans dans ce complexe conflit? On a l'impression qu'Israël n'attend qu'une chose, c'est pouvoir, comme si Israël n'avait d'autre objectif que la guerre. Israël n'a d'autre objectif de la guerre depuis qu'elle existe. C'est une nation qui s'est construite sur la guerre permanente, c'est son ADN. Israël ne sait pas faire autre chose et ne veut pas faire autre chose. La notion de paix, si tu regardes, est totalement absente de toutes ces déclarations, actions, etc. Et en même temps, comme le chef d'état-major l'a dit, l'armée est au bout du rouleau complètement. Parce qu'elle a subi les 3 ans de guerre ou les 2 ans de guerre avec le Hamas, et je pense que ça l'a tué ou ça l'a dévitalisé dans une grande mesure, et elle n'est pas en mesure de soutenir une guerre à Gaza, une guerre en Cisjordanie, une guerre en Syrie, une guerre au Liban, une guerre contre les Houthis et une guerre contre l'Iran. Elle n'est pas capable. Elle n'est pas construite pour des guerres longues. Et c'est très exactement ce qu'avait compris Yahya Sinwar, ce qu'avait compris Khamenei, ce qu'avait compris le chef du Hezbollah. Ils l'ont compris, mais ils sont tous morts. Hein. Oui, mais leurs enfants sont tous là. Leur stratégie est toujours la même, elle est toujours là. Il n'y a pas eu de changement de stratégie. Et regarde, moi j'ai été un des seuls à dire que le Hezbollah n'était pas décapité. Tout le monde me disait le Hezbollah n'existe plus, il n'a plus de force, etc. Et ben les Israéliens se prennent une pelle au sud Liban actuellement. Alors on le dit jamais quand c'est Israël, mais c'est la vérité. Donc Israël, qu'est-ce que cherche Israël dans cette affaire? Israël souhaite 2 choses. La première, c'est se cacher derrière le grand frère américain en ce qui concerne l'Iran et exciter les choses de façon à ce que les Américains continuent à combattre en espérant, je ne sais pas quoi, que le régime des Mollahs va s'effondrer. Ça fait 40 ans qu'il existe, il ne va pas s'effondrer comme ça. Ça, c'est une des vis-à-vis de l'Iran, c'est ça. Et l'autre, c'est profiter du fait qu'on ne parle pas de l'Iran pour continuer leur plan de destruction de tout ce qui est autour d'eux.
la situation de Gaza aujourd'hui est absolument catastrophique. Ils ont pratiquement refermé le couloir de Rafah, le passage de Rafah, il y a presque plus de nourriture qui passe. Ils ont coupé l'électricité. Enfin, il y a des maladies qui se développent de partout. Enfin, ils vont finir par atteindre leur objectif qui consiste à tuer par la famine la totalité de la population de Gaza. C'est effroyable. C'est totalement effroyable. On n'en parle pas. En Cisjordanie, il continue. Au Liban, il continue. Donc, ils profitent du fait que les caméras ne sont pas pointées sur ces conflits secondaires pour essayer de grignoter. Mais là aussi, grignoter, c'est pour aller où est le grand Israël, je dirais quelle petitesse absolue. Où est le grand Israël? Est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de faire sauter le Liban? Mais ils vont faire quoi? Ils vont bombarder Beyrouth encore, et puis après, qu'est-ce que tu veux qu'ils obtiennent? Est-ce qu'ils veulent obtenir un changement de régime? Ils ne vont pas faire sauter le président Aoun. Et puis en même temps, c'est pas une négociation, puisque la négociation, les termes de la négociation, c'est un accord entre Aoun et les Israéliens pour désarmer le Hamas. Mais si je négocie avec toi et que dans la négociation, j'exige que tu me livres ta femme et tes enfants, alors que je sais parfaitement que tu ne le feras jamais, ça veut dire que je ne cherche pas de solution. Ça veut dire que je cherche un abcès de fixation tel qu'il n'y aura jamais de solution. C'est exactement la même situation qui prévalait avec les Russes avant la guerre d'Ukraine, lorsqu'on exigeait comme préalable que les Russes rendent la Crimée à l'Ukraine, tu te souviens? Ça, c'était l'exigence européenne. Alors, moi, je me disais sans arrêt, mais si on demande la Crimée alors qu'elle est russe, on leur dit, écoutez, on veut bien négocier avec vous, mais la première condition, c'est que vous nous livrez votre fille, et que les Russes ne peuvent pas accepter. Donc, en fait, on ne cherchait en aucune façon une solution, mais on cherchait à créer et à entretenir un abcès de fixation de façon à faire revenir la guerre ou à faire venir la guerre à tout moment. Ben là, c'est pareil. Donc, en fait, moi, ça me fait rigoler, cette négociation avec le Liban. Il s'est mis dans une situation d'attente, en fait, sur le plan politique, mais il rebombardera à la première solution. Donc, là-dedans, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis ne tranchent pas. Mearsheimer disait, mais dans d'autres temps, tout est passé à Gaza, les centaines les types qui ont, les commanditaires de cette situation auraient été jugés et pendus. Ils auraient été pendus. Mearsheimer le dit dans un discours. Et c'est vrai qu'au regard de l'effroyable façon de gérer ces affaires du Moyen-Orient, tu peux considérer que si on était dans le cadre d'une véritable guerre où l'Occident soit le parti de la justice, si tu veux, les chefs militaires et les chefs civils qui ont poursuivi ça ou qui l'ont laissé faire seraient jugés par un tribunal de Nuremberg et condamnés à mort ou à perpétuité, au regard de l'horreur de ce qui se passe. Ce qui me fait penser que, tu veux, la différence par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et au génocide en particulier des Juifs de l'époque, c'est qu'aujourd'hui, les États du monde, en particulier les États de l'Europe, sont d'une lâcheté absolument incommensurable. Enfin, on parle encore d'arrêter le partenariat entre l'Union européenne et Israël. On en parle encore. Si tu penses à ça, c'est incroyable. C'est la lâcheté. Je crois que la lâcheté de l'Europe
a atteint, sauf bon un peu, il y a un peu Mélanie qui se fâche, mais la lâcheté de l'Europe a atteint véritablement un niveau totalement incroyable et insupportable dans cette affaire. Tu ne crois pas? C'est évident, mais néanmoins, les relations sont plus qu'elles étaient néanmoins non plus. Hein. C'est-à-dire, j'en parlais dans la revue de presse, les relations entre Israël et les États européens ne sont plus du tout ce qu'elles étaient après le 7 octobre, où tout le monde chantait le droit à Israël de se défendre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même l'Italie, même la Hongrie post-Orban ne soutient plus inconditionnellement Israël. Il y a quand même, je dirais, même si en effet on n'est pas sur des sanctions, même si le deux poids deux mesures par rapport à la Russie reste tout à fait évident, bien sûr. Ben oui, mais entre ne pas condamner, entre ne pas soutenir inconditionnement et condamner avec la plus grande fermeté, quitte à faire voter à l'ONU, envoyer des troupes au sud Liban pour dire non, vous n'avez pas le droit d'être là, des troupes prêtes à combattre. Écoute, on est à 1000 lieues de ça. Ah, complètement. Complètement. La situation est totalement ahurissante si tu regardes ce qui se passe. De même par rapport à ce qui s'est passé en Iran. Enfin, je veux dire, l'Europe aurait dû réagir immédiatement en disant mais il n'en est pas question, il n'en est pas question. Et on se fâche, mais on n'est même pas vraiment fâché, regarde. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Est-ce que les États-Unis vont bombarder? Je pense que ça serait dans les choses tout à fait logiques, parce que c'est la seule chose en fait que Trump peut faire. Et alors après, qu'est-ce qu'il peut faire quand il aura plus de ressources militaires comme c'est le cas, quand les qui n'ont rien à manger, qui n'arrivent plus, parce que il faut savoir que l'armée américaine, enfin les soldats américains, à la différence des Français, ils ne se nourrissent pas à partir des produits qu'il y a sur place, parce que c'est considéré comme c'est pas la doctrine de sécurité. La différence entre les Français et les Américains en Afrique, c'est que les Français, ils achètent leurs produits sur place. Donc, en fait, ils font marcher l'économie, les soldats français. Et ça plaisait beaucoup quand ils étaient en opération au Mali ou ailleurs. Mais les Américains, ils font tout venir. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, les liaisons ne marchent pas. Donc, ils mangent des os de poulet, quoi. Donc, ça ne va pas fonctionner encore comme ça pendant très longtemps. Donc, moi, l'option militaire, j'y crois pas. L'option, je veux dire, des troupes au sol, j'y crois pas. L'option des bombardements, je pense que ça peut être une façon pour Trump, mais à ce moment-là, les autres vont dire, bon ben, si vous voulez escalader, nous on escalade aussi. Vous ne pouvez pas nous taper dessus, mais nous, on peut, ils vont choisir un et puis ils vont taper les usines de dessalement d'eau, le Koweït ou un autre, et du coup, ils vont refaire partir le prix du baril à la hausse pour mettre Trump devant ses responsabilités. Ils le tiennent complètement. Donc oui, ça c'est possible. Est-ce que Trump va finir par dire ah ben finalement j'accepte, ou est-ce qu'il va taper puis il va s'en aller en laissant les choses en chantier et en demandant à Poutine de régler le problème à sa place? C'est possible, c'est-à-dire une façon de ne pas choisir, c'est possible. Voilà. Oui, tu te perds en conjecture. C'est sûr que on est dans un moment assez point d'interrogation par rapport à… Ah, complètement, on est en plein dans l'œil du cyclone. Donc, où est-ce que ça va partir? Ça va partir vers une violence inutile,
parce que les Américains je les vois pas, n'ont pas d'imagination. Oui. n'ont pas de stratégie, c'est surtout ça. C'est ce que les Iraniens ont dit. Ils ont dit, vous voulez emmener une délégation, mais il n'y a pas de cadre de travail. Quel est le cadre de travail? Sous-entendu, vous avez dit que notre revendication est la base. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça qu'attendent les Iraniens. Et les Iraniens ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Pour eux, c'est leur guerre d'indépendance. Alors après, reste à savoir un peu quel est le niveau d'information de Trump dans cette guerre. Si on écoute des gens comme Gilles Kepel, qui il y a 2 jours intervenait, l'Iran est à bout de souffle, elle est divisée, elle est sur le point de s'écrouler. Si c'est le discours, si c'est la petite musique que les conseillers de Trump jouent à l'oreille du président, eh bien, il peut se dire quelques bombardements supplémentaires et le colosse va tomber. Quel est le niveau d'information de Trump aujourd'hui? On peut se poser la question, on peut se la poser depuis le début des opérations, Oui. depuis l'enclenchement des opérations. Je suis tout à fait d'accord, mais ce que tu vois ne ressemble pas les déclarations que tu vois faire par les Iraniens, la façon dont ils gèrent cette affaire, la façon dont ils tiennent le détroit d'Ormuz et en même temps ils ne laissent pas monter le prix du pétrole exagérément, les manifestations monstres qui ont lieu régulièrement, le fait qu'ils vivent dans le marché noir depuis 47 ans, tout ça ne me laisse pas penser que les renseignements donnés par Keppel sont extrêmement stables, extrêmement fiables. Or, j'ai entendu Keppel dans d'autres voix. Je suis désolé, mais mon ami Gilles Keppel, que je connais bien, dans cette affaire, a un petit tropisme pro-israélien assez marqué. C'est clair. Voilà. Donc, j'ai pas tendance à penser, enfin, je ne sens pas du tout les signes d'une fracture au sein de l'État de l'Iran, même s'il y a évidemment des tensions. Mais fondamentalement, il me semble que le fait leurs 10 points et leurs revendications est totalement légitime. Ils veulent être un pays comme les autres. Ils savent très bien que s'ils n'obtiennent pas aujourd'hui le fait que les choses soient claires sur ce plan, ça veut dire que dans 6 mois, il y aura une nouvelle guerre. Donc là, ils tiennent tout le monde, là. Comme j'ai dit, c'est la plus belle opération de prise d'otage de l'histoire de l'humanité. Parce qu'ils ont les otages, à part les Chinois, le monde entier est un otage. Le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis, le monde entier. Donc là, ils ont, je dirais, je serai à la tête de l'Iran, je dirais, faut surtout pas lâcher l'affaire. Faut surtout pas lâcher l'affaire. Pour le coup, si jamais ils acceptent des conditions proches, disons, de la position américaine, c'est-à-dire de revenir sous tutelle, de limiter leur balistique, etc., pour le coup, je pense que le régime ne survivra pas. Évidemment. Le régime ne peut survivre que s'il y a des gens et des Perses, et il y en a certainement, qui disent on les aime pas, mais ils nous défendent. Sans eux, ça serait pire. C'est ce que disaient les Cubains à l'époque de Castro quand j'y allais. Si on le déteste, mais s'il n'était pas là, on aurait les mafias américaines de Miami et ça serait 1000 fois pire. Hein. On est chez nous. On lavera notre linge sale en famille. C'est ce que se disent des gens. En plus, il y a cette fierté de la civilisation perse avec 70% de Perses. Donc, c'est évident qu'il y a une unité. Ça ne veut pas dire qu'on les aime, bien sûr, mais il y a une unité. Donc, je ne crois pas à ce que dit Keppel. Je crois pas. Je le sens pas comme ça.
pour dire les choses comme Trump. Alors, une des voies de dégagement de Trump, c'est Cuba. Il y a actuellement une forte pression sur Cuba des Américains, des négociations aussi qui ont débuté au niveau des sous-secrétaires d'État, des sous-ministères entre Cuba et les États-Unis. Est-ce que c'est un moyen de dégagement pour Trump, Cuba? Ben, certainement. De toute façon, Trump est d'abord et avant tout un organisateur de catch et un homme de médias et de montage de scripts de cinéma. Donc, je dirais que si tu regardes les choses de cette nature, l'affaire d'Iran a trop duré. Mm-hmm. Parce qu'il ne peut pas passer l'épisode suivant du film. Et l'épisode du fond du film, c'est Cuba. Donc, il faut qu'il parte. Donc, l'option, je pense, qui est très probable, c'est qu'il tape, tout en leur disant par derrière, je tape, mais je m'en vais, quitte à taper des choses d'ailleurs qui n'ont pas d'importance, comme il l'a déjà fait, pour montrer qu'il tape, et puis après de dire, voilà, ce que je dis dès le début, victoire, fuyons. Rentrons chez nous, on les a affaiblis pour longtemps, mais rien ne sera réglé parce que c'est pas sur cette base-là, s'ils rentrent chez eux, que l'Iran rouvrira le détroit d'Ormuz parce qu'ils resteront sous sanctions, etc., etc. Donc, je ne sais pas comment les Iraniens répondront à ça. Je pense qu'ils diront on veut une négociation. Ils vont vouloir les faire revenir sur le tapis vert et leur faire avaler le reste de l'os. C'est ça. Je pense que les Iraniens vont se tenir à ça. Et puis pendant ce temps, l'économie du monde va continuer à s'affaiblir. Les Américains vont avoir la pression des pays du Golfe qui doit être énorme, la pression de Larry Fink et de toutes les autres qui doit être énorme, la pression des Européens qui doit être énorme, etc. Je pense qu'eux, ils sont partis pour une guerre de cette nature, qu'elle soit militaire ou diplomatique, perpétuelle, hein, jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Et puis, ils vont reconstituer leurs réserves de missiles, ils vont, etc., etc. Donc, les Iraniens, ils sont prêts à une guerre très, très durable. Ils n'ont jamais cessé d'être en guerre depuis 47 ans. Voilà. C'est ça que je pense. Donc, on va le savoir à partir de mercredi. Hein. Mais ça me semble le scénario le plus probable. On n'est pas encore. Pour que tu aies une négociation, il faut qu'il y ait quand tu as deux positions irréconciliables, il faut qu'il y en ait une des deux, en gros, qui dise j'accepte celle de l'autre. Et je l'accepte et je négocie sur ces bases-là. Pour l'instant. Oui, le temps n'est pas. Alors que Trump l'a dit que la position iranienne lui semblait une bonne base de négociation. Il l'a dit. Au début, oui. Les Iraniens disent attends, ok. Puis il l'a nié. Il l'a dit. De leur position. Ensuite, il l'a nié, hein, attention. Il a traité les médias menteurs. Hein. Voilà, le problème vient de là, au départ. Mais si tu veux, moi je serais les Iraniens, je ne bougerais pas. Là. Pourquoi j'ai la bonne position. François. Et en plus, Khamenei étant mort, tous les lions et les tigres que Khamenei conservait dans des cages depuis 47 ans, ils sont tous sortis des cages, là. Tous les chefs qui sont là. Et tous ces types-là, quand ils avaient 20 ans, ils étaient dans les tranchées pour défendre leur pays contre l'agression, je dirais, occidentalo-irakienne. Donc, ils ont faim. Ils ont faim, politiquement, ils ont faim. Ils ont faim. Bon, François, voilà. Là, on tourne un peu en rond. Pour terminer, peut-être aller vers le sujet russe. Il n'y a pas d'avancée particulière, pas d'offensive de printemps, des bombardements, des menaces sur les Européens qui fournissent des drones
aux Ukrainiens. Bon, elle tarde aussi, cette guerre d'attrition, elle est quand même longue. Hein. Ça Oui, fait, ça fait plus de 4 ans qu'elle dure. On finit par oui. s'interroger, se poser des questions. Hein. Ben écoute, moi non, parce que je suis Mm. la façon là aussi d'intégrer la notion de guerre longue, qui est celle des Iraniens et également celle des Russes. Et si tu regardes, pour moi, dès le début, depuis le début, la grande affaire, c'est Slaviansk et Kramatorsk. Parce Ouais. que c'est lorsque Slaviansk et Kramatorsk seront tombés que véritablement l'œuvre russe aurait été achevée. Or, si tu regardes les cartes, par exemple dans les bulletins de Xavier Moreau, tu t'aperçois qu'on est aujourd'hui à quoi 5-6 kilomètres de Slaviansk. Bon, avec une partie des troupes qui sont en train de faire le tour. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour lancer les offensives de printemps parce qu'on doit être encore dans une période où je pense que la boue doit être assez importante. Euh, mais ça avance petit à petit. Les Russes sont très prudents et le système de la guerre dronique fait que tu es obligé d'être prudent parce que dès que tu bouges, tu as un drone qui arrive sur ta tête et pan qui te dégomme. Donc, c'est vrai que les Ukrainiens sont très forts dans ce domaine. Est-ce que les Ukrainiens vont véritablement, là aussi, profiter du fruit de du fait qu'Orban n'est plus là pour recevoir les 90 milliards de dollars? Et s'ils reçoivent les 90 milliards de dollars, ça sera pour acheter quoi? Puisque les Américains sont au bout de leur armement. Ils vont certainement pas le donner à Zelensky par les temps qui courent. Donc, Zelensky n'a pas de sortie. Donc, les Américains, les Russes, effectivement, ils poursuivent leur entreprise de grignotage. Et puis, à un moment donné, ils vont faire le tour de Slaviansk et Kramatorsk. Et quand ils auront fait le tour, ça va tomber. Mm. Donc, Ça pourrait mettre un certain temps. Hein. comment? Ça pourrait mettre un certain temps, vu la vitesse à laquelle ils avancent. Oui, 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 mais est-ce qu'ils ont besoin d'être pressés aussi? Bah, je ne Est-ce sais que, pas. est-ce Est-ce que que cette, c'est. cette guerre Ah, les handicape véritablement? J'ai pas quand même. l'impression. Comment? Quand même. Faire une guerre à un pays qui être en situation de guerre avec plusieurs centaines de milliers d'hommes sur le terrain, des drones qui viennent vous attaquer un peu partout, qui détruisent des installations pétrolières, hydrocarbures. J'ai pas l'impression que c'est quand même la situation la plus pratique pour les Russes aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai le sentiment que dans l'état dans lequel est l'armée ukrainienne, si les Russes voulaient vraiment en finir, ils ont certainement la capacité de mettre un paquet de troupes sur un endroit particulier et puis de foncer, d'écraser le front adverse. Mais Non, mais c'est pas. est-ce que la logique des drones, la logique de cette guerre-là, qui ont été expérimentées en Ukraine, translatées pour partie au Moyen-Orient, guerre de drones, guerre où finalement les chars, les troupes au sol n'ont plus l'importance qu'ils avaient auparavant, dont on voit d'ailleurs qu'elles permettent à l'Iran de résister à la charge israélo-américaine. Est-ce que la même chose ne se déroule pas aussi sur le front ukrainien à l'Est, où finalement, on a beau dire, ils n'ont plus rien, ils sont finis, ils vont chercher les soldats, ils leur courent après dans les rues de Kiev. Enfin, je suis désolé, ils sont toujours, aujourd'hui, il n'y a plus d'avancée, il n'y a pas d'avancée significative de la Russie. Est-ce que c'est pas lié justement à cette guerre des drones, à cette capacité qu'ont les Ukrainiens à résister? Certainement.
Je ne suis pas le seul à le dire. Tous les spécialistes militaires le disent. La véritable innovation de la guerre moderne, c'est la dronisation. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et quand je vois que quand tu veux avancer et que tu veux faire attention à tes troupes, comme c'est le cas des Russes, contrairement à ce qu'on a pu dire, qui ont perdu 26 millions de soldats et de civils pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui détestent, dont les opinions détestent la mort des soldats. C'est pour ça qu'on a utilisé les Tchétchènes et pour les combats qui étaient vraiment très meurtriers au début. On a utilisé les Tchétchènes et les supplétifs de Prigojine. Oui, Wagner. De Wagner. Donc, ils ne peuvent être que très prudents. Et par ailleurs, l'important, c'est de voir si, s'ils avancent doucement, mais qu'ils avancent. Or, toutes les semaines montrent une avancée progressive. Toutes les semaines. Alors, ils font, effectivement, ils font très, très attention. Très attention. Et ça, je pense que c'est, comme je ne suis pas sur le terrain et je ne suis pas militaire par ailleurs, je ne me rends pas compte, mais je pense que la dronisation a totalement modifié la nature des guerres modernes. Ah oui, oui, il a rallongé, a rallongé les conflits, des puissances qui sont même en difficulté résistent par ce biais-là, ça se voit parfaitement. Hein. Tout à fait. Et en même temps, elles ne peuvent pas avancer parce que tu entends les soldats ukrainiens qui disent on est enfermés dans un espèce de bunker depuis 2 ans et dès qu'on sort, on nous repère et on nous tue, quoi. Donc, ça congèle la guerre d'une certaine façon. C'est ça. Mais dans cette congélation, il y en a un qui continue à avancer petit à petit, doucement. Donc, là aussi, je pense que l'issue ne fait pas de doute, parce que je ne vois pas comment les drones envoyés sur la Russie peuvent vraiment faire beaucoup de mal à l'économie russe. Non, c'est pas vrai. Quand tu vois ce que c'est que la Russie. Donc, bien. Voilà, on est obligé, aussi bien dans un cas comme dans l'autre, de rester d'abord prudent et puis ensuite on se perd un peu en conjecture, comme tu l'as dit. Hein. Aujourd'hui, cette semaine, bon, je pense que la semaine prochaine… Mais on est peut-être en fait en plein, c'est peut-être alors Arthur Duplessis qui a raison, au cœur de la Troisième Guerre mondiale. En fait, on est peut-être en pleine Troisième Guerre mondiale, et c'est une Troisième Guerre mondiale qui n'a rien à voir avec les précédentes et qui se joue sur au moins 2 fronts aujourd'hui, un à l'est de l'Europe, l'autre au Moyen-Orient, avec des forces qui s'affrontent et dont on voit bien que les unes sont les alliées de l'autre, dont on se demande, et on va se demander avec Gérard Chevrier tout à l'heure, tout de suite même, si elles ne peuvent pas avoir, cette guerre, des issues nucléaires, éventuellement. Alors, on va finir avec ça. Moi, je pense tout à fait qu'on est dans une guerre mondiale et que en fait, pour moi, la Deuxième Guerre mondiale ne s'est pas terminée en 1945, mais en 1991. Oui, parce que le véritable ennemi des États-Unis, c'était pas les Japonais ni les Allemands qui n'avaient pas de profondeur stratégique, de profondeur de champ, malgré leur virulence, mais c'était la Russie qui avait une profondeur de champ extraordinaire et qui avait en même temps une philosophie qui était véritablement opposée au libéralisme américain. Donc, cette guerre s'est terminée en 1991. Mais à cet instant même, la troisième a commencé, qui était la guerre Nord-Sud, c'est-à-dire la prise de pouvoir définitive du Nord contre le Sud et l'esprit décolonial du Sud par rapport au Nord. À partir du moment où les Américains ont été hégémoniques après 1991. Et si tu regardes
la notion, il y a une notion qui est essentielle, c'est l'espace vital, le Lebensraum. Eh ben, l'Occident a poussé son Lebensraum vers l'Est, de deux endroits. L'un, c'est avec l'Europe orientale et l'Europe occidentale que les Américains ont mis sur leur coupe et ils ont poussé jusqu'à la guerre d'Ukraine. Et au sud, plus au sud, ils ont mis la main sur les pays du Golfe jusqu'à la guerre d'Iran. Donc, la guerre d'Ukraine et la guerre d'Iran sont véritablement et exactement les deux faces de cette troisième guerre mondiale dans laquelle nous sommes depuis 91. Nous y sommes véritablement. Pas dire elle va y avoir, mais elle est là depuis longtemps. Et la meilleure preuve, c'est que Glaziev, qui est le conseiller de Poutine pour les questions financières, je l'ai cité dans mon premier livre, a écrit un livre il y a 20 ans qui s'appelait La troisième guerre mondiale aura lieu et les États-Unis la perdront. Donc, ça veut dire qu'il reflète la pensée de tous les stratèges russes qui savaient depuis 20 ans que ce conflit d'aujourd'hui était inévitable. Et je pense que les Iraniens, et c'est ça leur force, savent aussi que cette guerre d'Iran ou d'aujourd'hui était totalement inévitable. C'est pour ça qu'ils n'ont cessé de se préparer. Donc, je suis d'accord avec Paul-Marie, avec Laurent Arthur Duplessis. Nous sommes en plein dans une guerre mondiale, sauf qu'elle a pris une forme militaire avec deux fronts, alors que jusqu'à présent, elle avait une forme, elle n'avait qu'une forme, comment dire, politique, économique, diplomatique, avec deux États parias. La preuve qu'on était en guerre, c'est qu'il y avait deux États absolument parias, avec lesquels on n'avait pas le droit de discuter, qui étaient ou des sous-hommes, ou des poivreaux, ou des ayatollahs au couteau entre les dents, etc. Il faut conclure, François. Là, voilà, les Russes et les Iraniens. Alors, moi, je conclurai simplement, j'écouterai ce que dit Gérard Chevrier, mais je dirais que moi, la guerre nucléaire, j'y crois pas, je n'y crois pas. Que Trump ait envie de la faire, je peux le concevoir. Mais je veux dire, s'il fait ça, il n'échappera pas à un tribunal international. Hein, et Netanyahou non plus. Et ils n'ont pas envie. C'est pas si simple de dire on va déclencher une guerre nucléaire. C'est pas ça. Il y a quand même des conséquences. Il y a le Pakistan qui est là. Il y a les Russes qui sont là. Il y a la communauté internationale qui, à ce moment-là, va se pâmer d'horreur. Voilà.